Je suis heureux de vous retrouver pour continuer ce cours sur les Étrusques, ces fameux barbaroi qui sont situés entre le Tibre et l'Arno et qui ont eu une importance capitale dans la fondation des premières colonies grecques, hors de la Grèce évidemment, et qui malheureusement, civilisation étrusque qui malheureusement a périclité avec la fondation de notre propre cité, Massalia. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé des longs conflits qui ont opposé les Étrusques à notre civilisation. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de ce peuple, de ses modes de vie et de leur culture. Alors, tout d'abord, je tiens à le préciser, ces barbaroi sont bien plus civilisés que nous voulons le croire. Et j'aimerais commencer par casser un autre mythe. La dernière fois, j'ai cassé le mythe du pirate. Eh bien, j'aimerais casser un autre mythe que nous portons sur ces Tyrrhéniens. C'est celui de la trouffée. Alors, je sais que parmi vous, certains ne parlent pas grec, puisque vous venez des oppida celtes voisins. Alors, sachez que trouffée, dans notre langue grecque, signifie tout simplement la mollesse. Alors, les latins considèrent eux aussi que les Étrusques sont extrêmement mous, très peu dynamiques. Ils ont une tendance à l'embonpoint et sont très mauvais à la guerre. Alors, nous l'avons vu précédemment, ce n'est pas du tout vrai. Ils ont imposé leur domination pendant longtemps et ils nous avaient même, pendant plus de 2 siècles, interdit l'accès aux routes commerciales de l'étain et de l'ambre, sur lesquelles ils avaient un monopole. En réalité, cette trouffée, elle permet à nous autres, Grecs, de critiquer cette culture qui est différente de la nôtre, mais qui malheureusement n'est pas classique, n'est pas simplement barbaroi, sauvage, mais qui est au contraire très développée. Je rappelle que ces Étrusques ont énormément commercé avec nos ancêtres, notamment durant le 8e et le 7e siècle, et ils ont récupéré énormément d'aspects de notre civilisation. Notamment, ils ont récupéré l'art du banquet. Alors, ce banquet, qui se fait évidemment avec de la très belle céramique venant généralement de nos régions, pouvait aussi se faire avec une céramique magnifique qu'ils développent eux-mêmes, qu'on appelle le bucchero nero, cette magnifique céramique noire avec des reflets quasiment métalliques qui rappellent un petit peu leur connaissance dans ce domaine et qui nous montrent qu'ils sont capables de faire des services à banquet somptueux. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai un cantar en bucchero nero que je vous montrerai peut-être un de ces jours. Alors, ils ont, semble-t-il, l'habitude de faire quasiment 2 banquets par jour. Alors ça, c'est certains historiographes de chez nous qui le disent. J'y suis allé, c'est vrai. Sauf que c'est vrai uniquement en certaines périodes et surtout chez certains aristocrates. Évidemment, moi-même, été invité chez ces derniers, je suis un hôte de marque, et j'ai pu constater qu'ils adoraient donner de nombreux banquets. Cependant, la majeure partie de la population n'est pas une population aristocratique. Ce sont des paysans, ce sont des commerçants, ce sont des forgerons, mais qui n'ont pas des revenus nécessaires, suffisants pour faire des banquets tous les jours. Loin de là. C'est surtout les aristocrates qui donnent ces nombreux banquets. Et ces banquets ont des fonctions, comme chez nous, rituelles. Ce qui choque un peu plus, par contre, un grec, c'est les personnes qui sont admises à ce banquet. Notamment les femmes. Oui. Alors oui, je sais. J'en vois certains parmi vous qui s'offusquent d'entendre pareille chose. Chez eux, les femmes participent au banquet et consomment du vin. Eh oui. Et certains même disent que pendant ces soirées, eh bien, elles coucheraient avec n'importe quel homme. Et qu'aucun Étrusque ne serait capable de savoir qui est son vrai père. Ce sont des calomnies. Évidemment, les Étrusques savent qui est leur père. J'ai moi-même visité certaines nécropoles, donc des cimetières, puisque j'ai assisté aux funérailles d'un grand prince étrusque, et j'ai pu constater qu'ils gravaient en effet le nom de leur père à côté de leur propre nom. Par contre, chose plus étrange, ils gravent aussi le nom de leur mère. Et oui, il semblerait tout simplement que dans les mœurs des Étrusques, la femme ait une place beaucoup plus importante dans la société. Et oui, elle participe au banquet, à l'égal des hommes, elles donnent leur nom de famille à leurs enfants, à l'égal des hommes, et j'irai même plus loin. Elles ont un prénom.
elles ont une individualité à l'égal des hommes. Et en ce point, je ne sais pas si c'est un signe de barbarie ou au contraire, eh bien, une avance considérable que cette société aurait sur notre civilisation. Comprenez-moi bien, n'importe quelle cité qui mettrait à profit plus de la moitié de sa population, c'est-à-dire la partie féminine, qui lui donnerait une place égale à celle de l'homme, eh bien, aurait un potentiel martial, commercial, économique, démographique, beaucoup plus important que les autres. Peut-être que nos amis athéniens, qui sont extrêmement misogynes, devraient s'en inspirer. Ceci étant dit, eh bien, les Étrusques admettent les femmes à leur banquet, et c'est énormément critiqué, évidemment, par différents historiographes qui oublient trop souvent cet adage qui dit que la femme est l'avenir de l'homme. Alors, en plus de ça, durant ces banquets, ils donnent de nombreux jeux qui sont directement issus de notre culture. Alors, ils ont adopté les jeux gymniques, notamment tout un ensemble de pratiques comme le lancer de javelot, le lancer de disque, la lutte, le pugilat qu'ils pratiquent en musique, et plutôt qu'une opposition, c'est plutôt une forme de danse qui permet de rythmer la soirée. Plus étrange, ils ont eux aussi récupéré les courses, notamment les courses équestres, mais en ce domaine, ils sont largement supérieurs à notre civilisation. Notamment, ils font des courses avec 2 chevaux, et ils alternent en sautant d'un cheval à l'autre, en mettant pied à terre et remontant, en faisant tout un ensemble d'acrobaties incroyables, dont aucun grec, ça je vous l'assure, ne serait capable. De même, ils font des courses de chars, et ils ont même parfois des chars avec 3 chevaux, voilà, qui tirent, ce qui n'existe pas du tout par chez nous. Et d'ailleurs, ils donnent une place extrêmement importante à ces courses, puisqu'ils ont des immenses terrains destinés à cela. J'en ai vu un qui n'a pas son pareil dans tout le monde grec, à Rome, puisque au passage, je suis passé voir nos alliés romains, et là-bas, un roi étrusque a construit un immense terrain qu'ils appellent le Circus Maximus. Voilà, immense pour donner des courses de chars. Alors, ils ont du théâtre, et notamment, ils ont un théâtre inspiré du monde grec. Je n'ai rien compris à ce théâtre, tout simplement parce qu'il est fait dans leur langue, que je ne comprends pas malheureusement, mais j'ai reconnu quelques noms, et je reconnais quelques thèmes qui sont issus de nos thèmes théâtraux. Notamment, j'ai reconnu le nom de Hercle, qui est tout simplement notre Héraclès, ou aussi d'Apollon, ou Artémisée, Artémis. Mais il y a quelques noms que je n'ai pas reconnus. Alors heureusement, j'avais un ami étrusque pour m'expliquer qu'il y avait tout un ensemble de dieux, et que ces dieux avaient leur équivalent chez nous. Ils ont ainsi une Héra, un Zeus, un Arès, qu'ils appellent l'Aran notamment, et ils ont un panthéon finalement qui est assez proche du nôtre. Là où ils diffèrent largement de nous, c'est d'un point de vue religieux sur la manière dont leur foi a été révélée à leur peuple. Car en effet, il semblerait que dans un temps très ancien, un paysan, non loin de Tarquinia, ait creusé un sillon, et que de ce sillon soit né Tagès, un bébé au visage de vieillard et qui parlait tel un sage. Très rapidement, toute la population se rassembla et vint écouter ses paroles. Et ce dernier leur enseigna tout ce qu'il y avait à savoir sur les dieux, sur le cosmos, mais aussi sur la façon d'interpréter les messages des dieux, sur la divination, ce que les Étrusques appellent, les Latins appellent la disciplina etrusca, la discipline étrusque. Cette discipline est extrêmement complexe. Elle consiste en l'étude des augures, alors c'est-à-dire les vols des oiseaux dans le ciel, leur nombre, leur couleur, mais aussi en l'étude de la foudre, là où elle tombe, dans quelle cadence, de quelle manière, avec quelle intensité, mais aussi l'étude des entrailles des animaux et surtout du foie de ces derniers, études dans lesquelles ils excellent. Nous-mêmes, à Massalia, avons quelques devins étrusques, puisque ces derniers sont extrêmement compétents pour interpréter les signes venus des dieux. On y croit, on n'y croit pas, il n'empêche que c'est un élément majeur de leur civilisation qui les fait différer quelque peu de notre propre culture. De même, ils croient en la destinée. Alors chez eux, c'est un concept assez simple
il semblerait que les dieux aient déjà écrit la vie de tous les hommes, et que l'homme n'a qu'un seul choix, c'est se soumettre à cette destinée. Cependant, ce dernier va pouvoir s'immiscer dans les failles de l'écriture des dieux, réussir à décaler son destin un petit peu dans le temps, attendre que certains événements arrivent, temporiser, et réussir, malgré tout, à être heureux. Donc ces Étrusques sont assez fatalistes, comme vous pouvez le voir, et en cela, ils diffèrent énormément aussi de notre propre culture, bien que malheureusement, le destin soit chez nous aussi quelque chose de très marquant. Alors, pour eux, les morts ne vont pas aux Champs-Élysées. Les morts sont présents encore en ce monde. En fait, ils ont tout simplement une nouvelle vie et on ne les voit pas. Et ils continuent à faire des banquets et à chasser après la mort. Pour leur permettre de vivre, à chaque funéraille, on va égorger un animal et le souffle de l'animal va être donné aux dieux infernaux en échange du souffle du défunt. Et ce dernier va pouvoir ainsi banqueter, sans qu'on le voie réellement, avec sa famille qui organise justement de grandes funérailles très festives à cette occasion. Alors, ces Étrusques ont une culture très particulière. Je vais vous donner un autre exemple qui diverge de notre civilisation, c'est le Fersou. C'est un jeu très cruel, ça je n'y ai pas du tout adhéré, on va dire, où en fait un esclave armé d'une masse et d'une peau va affronter un chien enragé qui va venir le mordre. Et plus le sang coule, plus les gens sont heureux. De plus, chez eux, les sportifs, ce ne sont pas n'importe quel citoyen. Les jeux ne sont pas donnés dans un but de compétition, d'agon. Pas du tout. Les sportifs sont des professionnels, voire des esclaves, payés par de riches aristocrates pour faire de grands jeux, de grands spectacles. Le but chez eux n'est pas de l'emporter, mais de donner quelque chose à voir de spectaculaire, quelque chose qui marquera les esprits. Et d'ailleurs, nos alliés latins, habitant la cité de Rome, ont adopté ces mœurs et le récupèrent, et notamment parodient nos manières de nous battre, notamment l'oplomachia, avec le bouclier et la lance, que vous avez juste ici, et ils font notamment des duels funéraires, où le but, comme nous, est de verser le sang, mais parfois, ils en font en dehors de funérailles, uniquement pour se divertir. À mon avis, ça ne va pas durer longtemps, ce type de barbarie. En tout cas, il faut aussi retenir qu'ils ont adopté le modèle hoplitique. Car si sur mer, ils nous dominaient, ils se sont très rapidement rendus compte que sur Terre, la phalange hoplitique avait un avantage indéniable. Ils ont donc récupéré l'armement de l'hoplite, toute la panoplie, le casque, le bouclier et la lance. D'ailleurs, ils aiment se représenter tels des héros de l'Iliade, puisque ces derniers ont aussi adopté une partie de nos mythes. Sauf qu'il y a une grande différence. Les combattants qui se battent avec ce matériel-là sont soit des aristocrates, très peu nombreux, soit leur clientèle, c'est-à-dire des esclaves, mais aussi des sujets, des hommes qui ont juré fidélité à des aristocrates dans des relations d'échange extrêmement complexes. Ce ne sont donc pas des citoyens libres qui vont choisir de défendre leur cité, mais des gens qui sont obligés de le faire suite à des obligations face à un seigneur. Et cela est une grande différence avec nous autres Grecs qui avons le sens du devoir et qui nous battons uniquement pour défendre notre cité, nos terres, et nous le faisons de manière libre, contrairement à ces derniers. Cette différence, à mon sens, annonce leur disparition future. Ils ne pourront ainsi survivre indéfiniment. Mais ce n'est que mon humble avis. En tout cas, pour ma part, j'ai apprécié énormément mon voyage chez ces derniers. J'ai énormément échangé avec eux et j'ai pu constater que finalement, les barbaroïs, parfois, avaient certaines choses à nous apprendre. Et c'est pour cela qu'il faut, vous aussi, voyager pour aller à leur rencontre, mieux les comprendre et parfois s'en inspirer. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Portez-vous bien.